Ce style a été inventé dans les années 1930 et pourtant il n'a jamais été autant d'actualité. C'est littéralement la formule que j'utilise dans toutes mes tenues depuis des années et que j'ai vu employée par ceux qui savent de quoi ils parlent. Certains pensent que puisqu'un style vient du passé, il est périmé. Mais à l'heure où notre attention est pillée par les réseaux sociaux qui font passer des tendances éphémères pour du style personnel, intemporel, on a besoin de stabilité, plus que jamais. Et puisque le présent ne nous apporte que de la confusion, pourquoi ne pas nous tourner vers le passé? Sur les campus de Yale, de Harvard ou de Princeton, un style est né dans les années 1930. Un style révolutionnaire pour l'époque, en rupture avec l'ordre établi. Ce style nous a montré pour la première fois qu'on pouvait jouer avec ses vêtements, qu'il n'y avait pas besoin d'être tiré à 4 épingles pour avoir du style. Ce style, c'est l'Ivy League. Ok, dans cette vidéo, on va voir ensemble les ingrédients de base de ce style et comment vous les procurer. Qu'au-delà des pièces, la philosophie Ivy est un guide pour repenser vos tenues. Et en 3, comment se servir de l'Ivy pour se créer un tout nouveau style personnel. Je vous assure que ça ne vous déguise pas et que vous pouvez l'adapter à qui vous êtes très facilement. Et je vais vous prouver ça dans quelques tenues que vous trouverez tout le long de cette vidéo, égrenées par-ci par-là. Allez, on y va. Les ingrédients du style Ivy. Le style Ivy, assez basique, et ils n'ont pas été choisis au hasard. Mais pourquoi ces étudiants choisissaient-ils ces pièces et pas d'autres? Dans les années 30, les étudiants piochent chez Brooks Brothers ou J-Press. Ce sont des marques qui ont des boutiques directement sur les campus. Mais ils choisissent des pièces particulières, des pièces adaptées à leur vie sur le campus. Des pièces fonctionnelles, durables, faciles à mettre, faciles d'entretien et naturelles. C'est intéressant de voir qu'ils ne vont pas au gré de leurs envies personnelles choisir soit une chemise en Oxford bleue, soit une chemise en popeline de je ne sais quelle couleur. Non. Ils se suivent, ils s'entraînent dans une même direction. Ce n'est pas les marques qui leur disent comment s'habiller, c'est eux qui leur disent quoi produire. Et il y a une autre composante dont il faut parler. Ce sont des pièces que leur père ou grand-père ne mettraient pas, ou alors vraiment pas dans cette configuration-là. Pas dans ces couleurs, pas dans ces formes. Eux, ils portent un costume en flanelle grise, très Wall Street en définitive. Et les étudiants de l'Ivy League veulent rompre avec cette image. Et cette rupture s'exprime dans l'arrivée d'un modèle de chaussures qui va tout changer. Elle débarque en 1936 et c'est la première pierre à l'édifice du style Ivy. Et c'est le penny loafer. À cette époque, cette chaussure, inspirée par un modèle amérindien fabriqué par le peuple autochtone algonquin, débarque et personne n'a jamais vu ça. Elle paraît étrange pour tout le monde. Et pourtant, les étudiants s'en emparent. Parce qu'elle est étrange, parce qu'elle est facile à enfiler, parce qu'elle est aussi confortable et souple. On l'appellera ensuite penny loafer parce que les étudiants ont l'habitude de placer un penny dans le bout rapporté de la chaussure pour prendre le bus ou passer un coup de téléphone. C'est une révolution stylistique qui commence. Et de nos jours, le mocassin reconnaît une nouvelle heure de gloire sur TikTok notamment qui s'en est emparé. Mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Alors, je vous en supplie, donnez raison à ces étudiants et portez des mocassins. Les autres basiques du style Ivy sont une chemise en Oxford, qu'elle soit blanche ou bleu ciel, un chino militaire à partir des années 50, car une loi, la GI Bill, favorise l'accès des militaires aux universités et ils apportent avec eux leurs chinos solides et pratiques. Les pulls en laine Shetland, les sweatshirts et hoodies, les sneakers blanches minimalistes, les saddle shoes, les jeans droits, intégrés plus tard dans les années 60, les cardigans en laine, la Harrington jacket, le blazer navy, la veste sport en tweed et le pantalon gris en flanelle pour les occasions les plus habillées. Et si vous voulez savoir où vous procurer tous ces basiques du style Ivy, je vous ai concocté un mini guide gratuit à télécharger en description de cette vidéo. Avec ces basiques du style Ivy, on voit qu'on peut déjà se constituer des tenues classiques et modernes à la fois, avec par exemple cette veste Harrington jacket jaune, cette chemise en Oxford blanc, ce chino beige et ces mocassins. Et puis de l'autre côté, avec une veste à chevrons, avec une chemise bleu ciel en Oxford aussi, un jean droit et puis les sneakers blanches. Mais au fil du temps s'ajoutent aussi des basiques pas si basiques que ça, avec par exemple la varsity jacket, la chemise Oxford, oui, mais plutôt jaune pâle ou bien rose ou menthe, les motifs comme le madras, le polo de rugby, le polo coat, le bob. Et grâce à ces autres basiques, on voit qu'on peut se constituer des tenues avec un petit peu plus de piquant, où on mêle justement ces basiques très classiques à des choses plus sportswear, plus haut en couleur. Une varsity jacket rouge avec une chemise Oxford rose, un chino beige, un bob, des mocassins et chaussettes blanches. Un polo de rugby à rayures horizontales, un polo coat, camel, une casquette, un pantalon de flanelle et des sneakers blancs. Pour l'époque, ce genre de tenue était carrément irrévérencieuse. C'était impensable de placer les éléments issus de la pratique sportive dans les tenues, ça n'allait pas de soi du tout. Et même, on se rend compte que les étudiants avaient un malin plaisir à aller provoquer leurs aînés. Avec des associations dites de mauvais goût qui vont choquer les convenances. On doit porter un smoking pour cet événement? Ok, mais on va mettre une chemise en Oxford rose en dessous. On doit mettre des chaussures en cuir, d'accord, mais on va mettre des chaussettes blanches de sport avec nos mocassins. Cette irrévérence est vitale pour le style Ivy. Et c'est d'ailleurs vital, je pense, pour n'importe quel style personnel. Cette irrévérence, ce jeu peut provoquer
une surprise. Quelque chose d'inédit qui surgit là où on ne l'attend pas. Ok, ça nous amène au point 2, la philosophie Ivy, et comment ça va impacter comment on s'habille chaque jour, comment ça le devrait en tout cas. Ok, restez avec moi. Le style Ivy est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui parce que ce n'est pas un simple style, c'est même plutôt une méthode de composition de tenue et une philosophie. À cette époque, la revue Apparel Arts définit les étudiants de l'Ivy League comme les hommes les mieux habillés du pays. Leur secret, la studied carelessness, qu'on pourrait traduire par négligence étudiée, ou si on pouvait le dire autrement, on dirait la nonchalance. Leurs chemises ne sont pas repassées, leurs cols sont élimés, leurs mocassins sont portés avec des chaussettes blanches comme je le disais tout à l'heure. En fait, il faut être toujours bien habillé, mais ne pas avoir l'air trop apprêté. Le secret de ces étudiants, c'est de toujours viser l'équilibre entre formel et décontracté, entre smart et casual, entre chic et casual. Casual chic. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, en définitive, ce sont eux qui ont inventé le casual chic qu'on a cru avoir inventé en 2010 avec le hashtag menswear et des blogs comme un camion ou Bonne Gueule. Vous savez, cette silhouette avec un chino beige, avec un cardigan col châle, avec une chemise en chambrée et des sneakers blanches. En fait, les premiers à pointer dans cette direction étaient bien les étudiants américains de l'Ivy League, dès 1930. Et, pardon de le dire, mais ils l'ont fait avec un petit peu plus de prestance. La différence? L'ampleur relative. Oui, je dis bien relative. En 2010, après les ravages d'Eddie Slimane, le slim était une religion. Et on pensait à cette époque que ce serait la seule coupe valable pour le restant de nos jours. Et peut-être même que certains, c'est sûr, quand on voit la rue, le croient encore. Mais, de mon point de vue, cette ampleur, relative toujours, avait quelque chose de bien plus intemporel que nos slims contemporains. Il s'agissait juste d'avoir un peu de place dans ses vêtements pour se sentir confortable et pour qu'ils tombent bien, sans jamais aller au-delà, au plus que nécessaire. Ça, on le voit de nos jours et moi-même, j'en suis un petit peu coupable, mais j'ai la conscience aiguë que c'est surtout pour m'amuser et que ce n'est pas là viser l'intemporel. Donc le style Ivy nous dit ce n'est pas simplement le chino beige en tant que tel qui est valable, c'est le chino beige large comme le prenaient les militaires qui est valable. Ensuite, comment maîtriser le casual chic à la sauce Ivy? Déjà, il faut apprendre à évaluer le caractère formel ou décontracté d'une pièce. Pouvoir placer une pièce sur une ligne entre décontracté et formel. Sans ça, on n'arrive pas à associer vraiment les vêtements de manière redoutable. Si on prend la catégorie chemise par exemple, tout à gauche, on trouvera la chemise hawaïenne, avec ses manches courtes, son col mou, son motif criard avec beaucoup de couleurs et son tissu sans grande tenue. À l'opposé, on va trouver la chemise de smoking avec son col cassé, sa popeline blanche toute lisse, sa boutonnière cachée. Bref, la plus formelle de toutes. Entre elles deux se trouvent d'innombrables chemises, ni vraiment formelles, ni vraiment décontractées. Comment savoir où elles se trouvent? Eh bien, plus l'esthétique d'un vêtement est chargée, plus il est décontracté. Par exemple, pour la chemise hawaïenne et la chemise de smoking, le motif apporte quelque chose de très surchargé par rapport à la popeline blanche, lisse, neutre. La poche poitrine de la chemise hawaïenne apporte de la lourdeur, là où de l'autre, la poitrine est complètement dégagée. Il y a aussi bien sûr un autre élément qui vient pondérer cela, c'est le contexte d'utilisation du vêtement en question. La chemise hawaïenne, c'est pour les vacances, la chemise de smoking, c'est pour les événements, les cérémonies. Et si on en revient à notre style Ivy et qu'on prend par exemple la chemise en Oxford, bleu ciel ou blanche, eh bien, il y a des éléments pour la placer dans les chemises formelles, comme son design sobre, ses manches longues, sa couleur unie. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments pour la placer dans les chemises décontractées. Le col est boutonné, la boutonnière n'est pas cachée. Il y a aussi un tissu qui est assez granuleux, on a une poche poitrine, on a une bouton derrière le col, bref, beaucoup d'éléments qui la placent plutôt du côté décontracté. Et la beauté du style Ivy qui réside dans ce choix des étudiants pour certaines pièces au détriment d'autres, c'est que toutes les pièces choisies résident à peu près dans le même secteur entre décontracté et formel, si bien que toutes les pièces vont ensemble. On peut jouer avec toutes indifféremment. Et pouvoir jouer avec toutes les pièces de son vestiaire sans se prendre la tête, c'est quand même un sacré avantage. Quand par exemple, je vois dans la rue une personne qui porte un jean délavé avec des richelieu noirs. Le jean délavé a de nombreux éléments qui le rangent dans la catégorie décontractée des pantalons. Alors que le richelieu noir a de nombreux éléments qui le rangent dans la catégorie formelle des chaussures. C'est même la plus formelle. Et ça coince parce que l'écart entre le jean délavé et les richelieu est beaucoup trop grand. Ce qu'il faut faire, si on veut concilier les deux, c'est réduire cet écart. En prenant le jean par exemple et en le rendant plus formel. Au lieu qu'il soit délavé, on va en prendre un brut, avec des surpiqûres qui ne sont pas contrastées, mais ton sur ton par exemple. Et le richelieu, on va essayer de le surcharger, avec des perforations, ou avec une semelle un peu épaisse, un cousu un peu solide comme un norvégien par exemple, et une couleur moins formelle que le noir, comme du marron par exemple. Et là, on a deux pièces qui peuvent aller ensemble, on a une cohabitation réussie entre une pièce qui était donnée comme formelle et une pièce qui était donnée comme décontractée. On réduit ce gap. Si vous savez faire ça,
vous savez tout faire. Et en faisant cohabiter des pièces qui n'ont pas l'habitude de cohabiter, on se crée un style caméléon qu'on peut porter dans toutes les situations. Au quotidien, on peut faire pencher un peu plus du côté décontracté, comme dans des événements un petit peu plus exceptionnels où on peut faire pencher du côté un peu plus formel. Les tenues de la première partie étaient déjà des exemples du casual chic à la Ivy, mais je vais vous en donner quelques autres. Ici, on a des éléments plus formels, comme par exemple cette veste ou bien ces mocassins. Mais on a des éléments plus décontractés, comme ce pull Shetland, ou bien ce jean ou ces chaussettes. Et de l'autre côté, de la même manière, on a le manteau qui est vraiment formel et les mocassins qui sont un peu plus que des sneakers, disons. Et on a des éléments beaucoup plus décontractés, donc comme ce hoodie ou ce jean. La première fois que j'ai mis des chaussettes blanches avec des mocassins, j'ai failli tourner de l'œil, tout simplement. Mais maintenant que je sais faire, je vais vous livrer 3 astuces pour bien réussir cette association. D'abord, ne pas mettre de chaussettes de sport blanches qui sont trop grosses et trop blanches. Optez plutôt pour des chaussettes écrues ou blanc cassé. Ensuite, les porter avec des mocassins plutôt marron que noir pour éviter un contraste trop saisissant. Et ensuite, l'astuce la plus importante de toutes, avoir un élément de rappel dans le haut de votre tenue, de rappel de ces chaussettes. Donc par exemple, une chemise en Oxford blanche ou un t-shirt. Maintenant que cet aparté est fait, voyons comment se servir du style Ivy pour le plier à son goût personnel et faire émerger un style unique. Quand les étudiants de la Ivy League sont devenus eux-mêmes des pères et des grands-pères, la jeunesse, nouvellement établie, a vu dans ce style Ivy une norme traditionnelle, des codes qu'ils ont voulu rompre, forcément. Exactement comme avaient fait leurs pères et leurs grands-pères avant eux. C'est naturel, les vêtements sont des étendards des revendications des générations successives. S'habiller comme, c'est être d'accord, c'est s'inscrire dans la continuité. Mais la jeunesse, rebelle par essence, cherche constamment à renverser la table, à apporter quelque chose de nouveau. Et le style Ivy a décrépit, puis a mué en quelque chose d'autre, le style prépi. Pendant qu'une autre partie de la jeunesse endossait les jeans de James Dean ou Marilyn Monroe, ou le perfecto de Marlon Brando. Pour autant, le style Ivy n'est pas mort. En raison de tout ce que j'ai dit avant, tant que notre société ressemblera à ce qu'elle est à présent, il restera valable. Et il y a une population qui s'en est emparée, l'a sauvée et l'a même emmenée plus loin. Ce sont les Japonais. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Pour ça, je vous renvoie à l'excellent livre de W. David Marks, Ametora. Histoire fascinante où l'on comprend que l'amour des Japonais pour le style Ivy vient en fait de l'impulsion d'un seul homme, Kensuke Ishizu, qui est le fondateur de Vans. Et après avoir sauvé le style Ivy, les Japonais le réinventent. On le voit avec le style City Boys qui s'appuie sur des basiques du style Ivy, comme les mocassins, le bob, les chemises, mais il l'emmène un petit peu plus loin en le teintant avec des pièces de workwear anglais ou français, et même un soupçon de sportswear. Et il reste dans une palette de couleurs très minimaliste, et ça donne autre chose que le style Ivy. En fait, ça donne un tout nouveau style. Comme quand je prends ce Carpenter Pants, par exemple, que je l'associe à mes penny loafers, une chemise Oxford par-dessus, et une veste de travail. Ou comme quand je porte ce pantalon en moleskin, avec ce t-shirt, ma veste à chevrons, un pull Shetland noué autour du cou, et ses New Balance. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment vous allez faire, vous, pour vous appuyer sur ce style Ivy des étudiants américains de 1930 et réinventer votre style personnel et propulser vos tenues en 2025. En conclusion, je dirais que le style Ivy est surtout une base, un socle ultra solide pour pouvoir construire dessus. Par exemple, les Français ont inventé le French Ivy qui s'appuie, en plus des basiques du style Ivy, sur d'autres basiques, le jean blanc, le béret, les pulls Shetland plus colorés encore, des lunettes de soleil et puis des chaussures noires comme des paraboutes le plus souvent. Mais peu importe les formes qu'il prend, le style Ivy, c'est le casual chic. C'est le beau casual chic. Ou peut-être on pourrait l'appeler le smart casual. C'est la capacité de réfléchir en dehors des codes et des normes, de ne pas forcément faire aller ensemble des pièces qui seraient formelles et d'autres pièces qui seraient exclusivement décontractées. C'est trouver des ponts entre toutes ces pièces et les exploiter. C'est de faire surgir la beauté de ce qui est bancal, ou qui, en tout cas, devrait l'être. Et au-delà de ça, c'est une véritable révolution stylistique, où la nonchalance s'impose comme objet de désir, où le confort devient une priorité, où l'irrévérence est un jeu social. Et si là maintenant vous avez envie d'Ivy, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide gratuit qui vous donne les meilleures marques pour commencer votre révolution vestimentaire. En attendant, abonnez-vous et parlez-en autour de vous, ça nous donne beaucoup de force à moi et mon monteur Lucas. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine.